Donc cette conférence, comment rendre la mode plus responsable, a pour objectif de vous donner des clés de compréhension de où on en est aujourd'hui quand on parle de mode, qu'est-ce que la mode éthique, quelles sont les problématiques liées à la fast fashion. Et aussi, on va avoir pour la première fois le regard d'une avocate. On va parler de droit, on va parler de loi anti-fast fashion, réglementation, étiquetage environnemental et autres. Et donc, je pense qu'à l'issue de cette conférence, vous repartirez vraiment avec des clés très, très pratiques et très concrètes pour un petit peu mieux comprendre cet univers. Allons-y. Je vous propose à toutes les deux de démarrer par une première question. Qui êtes-vous et quel est votre lien avec la mode? Glynis? Bonsoir à tous. Donc, Non. je suis Glynis Makoundou, avocate au barreau de Lyon et dirigeante d'un cabinet dédié aux acteurs de la mode responsable qui est basé à Lyon et que j'ai créé en 2022. Je suis à côté de ça aussi intervenante dans plusieurs écoles de mode, donc pour sensibiliser les professionnels de la mode de demain aux enjeux juridiques de leur activité, que ce soit en propriété intellectuelle, droit des affaires ou réglementation textile, dont on va parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. Et Nadège Rambaud, ça marche? Ouais. Est-ce que le micro fonctionne? Allô, allô? Oui. Bonjour, donc Nadège Rambaud. Moi, j'œuvre dans la mode responsable depuis une quinzaine d'années, dans des réseaux associatifs et en ayant ouvert des points de distribution aussi pour soutenir les marques dans leur aventure commerciale, parce que c'est un des enjeux majeurs pour qu'on continue à avoir du choix sur le territoire. Et aujourd'hui, je dirige une structure d'insertion qui est Fil en Forme, qui est un atelier de confection textile. Alors, j'ai une petite question pour vous aussi. Qui parmi vous a déjà acheté un vêtement d'une marque éthique? Levez la main. Oh, quand même, je dirais peut-être quoi, 20%, 25%, je ne sais pas. Oui, aussi vous. Et qui a déjà acheté un vêtement de seconde main? Donc un vêtement d'occasion dans une friperie. Oula, ouais, là, je pense qu'on est plutôt bien à 80%. Hein. Donc c'est très, très démocratisé maintenant. Et qui n'a jamais acheté ni l'un ni l'autre, mais découvre un petit peu cet univers aujourd'hui. Enfin, levez la main si vous avez jamais été... Ah, non, il n'y a pas de main qui se lève, je crois pas. J'en ai pas vu. Ok. Alors, on va commencer par un petit état des lieux, justement, de où on en est aujourd'hui. Vous le savez, la fast fashion explose. Petit contexte historique aussi, hein, puisque... Je le rappelle, cet événement s'ancre dans un mouvement international qui est celui de la Fashion Revolution. C'est un mouvement qui est né en 2014 suite à l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh. C'est un immeuble qui abritait des milliers d'ouvriers textiles et 1100 ouvriers et ouvrières textiles sont morts lors de l'effondrement de ce bâtiment. On a découvert justement dans les décombres beaucoup d'étiquettes de produits qu'on consomme aujourd'hui, qu'on trouve dans nos rayons. Donc c'est vrai que ça a pas mal ébranlé le monde entier, cette catastrophe. Et un an plus tard, donc en 2014, il y a ce mouvement de la Fashion Revolution qui est né pour dire plus jamais ça, on ne veut plus que notre consommation de vêtements entraîne ce genre de drame humain. Et c'est pour ça que chaque année, lors de la commémoration du Rana Plaza, c'est le 24 avril 2013, eh bien, la semaine de cette commémoration, dans le monde entier, il y a des actions qui sont faites dans le cadre de la Fashion Revolution. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes là un 23 avril. C'est justement pour se rappeler qu'il y a encore ces drames-là. Donc le contexte étant posé, je vais te passer la main, Nadège, justement, pour que tu nous en dises un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par fast fashion et quelles sont les conséquences aujourd'hui. Alors, comme tu l'as dit, la mode éthique a beaucoup évolué sur les dernières années, notamment des prises de conscience avec beaucoup de médiatisation de grandes catastrophes. Mais paradoxalement, on a aussi vu se développer des très gros distributeurs dont on ne connaît absolument pas la façon de travailler ou très peu. Si on la connaît en tout cas, on s'aperçoit que ce n'est pas dans les valeurs de la mode éthique. Et pour autant, ça continue à être des solutions massives de consommation.
Et notamment, on a les gros acteurs comme Shein par exemple ou Temu, et on en voit apparaître des nouveaux récemment aussi, donc ça continue à se développer. Je ne sais pas si le modèle économique est viable, mais en tout cas, il continue à avancer et à concurrencer d'autres modes de consommation alternatifs. Alors peut-être pas la mode éthique des consommateurs qui vont aller vers des petits créateurs comme on peut avoir aujourd'hui, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes types de budget malheureusement, mais ça peut concurrencer par exemple la seconde main ou une économie plus locale. Et puis ça habitue aussi les consommateurs à avoir accès à un vêtement à moins de 5 €, ce qui n'est même pas le prix du coût de la matière première, encore moins de la confection et ne serait-ce que le transport. Donc c'est assez aberrant comme modèle économique. Et même si on a accès à beaucoup plus d'informations qu'il y a une quinzaine d'années autour de comment se fabrique la mode et le coût, etc., ce genre de modèle nous laisse croire que c'est quand même possible en fait. Mais c'est possible avec un coût, qui est un coût humain forcément derrière. Il y a eu un gros clivage avec l'ouverture du marché de la Chine et l'arrivée de Chine, parce que jusqu'en 2001, il y avait des quotas à l'importation. Donc ils ne pouvaient pas dépasser une certaine quantité de vêtements qui pouvaient rentrer sur le territoire européen et français. Mais avec l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, ces quotas ont petit à petit été abolis jusqu'en 2005, où là, il y a eu une ouverture totale du marché. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu vraiment l'inondation de ce genre d'acteurs arriver et qui n'était pas si bien anticipé. Alors, il n'y a pas que dans l'habillement, mais en tout cas, dans l'habillement, c'est assez flagrant. Voilà. Mais on parlera peut-être d'autres modes de consommation par la suite. Glynis, tu veux compléter justement sur qu'est-ce que c'est la fast fashion et quels sont les impacts aujourd'hui? Alors la fast fashion, c'est un concept qu'on peut appréhender en regardant les habitudes de consommation et le contexte que vient d'exposer Nadège. Et d'un point de vue juridique, si on veut aller contre ces pratiques ou au moins les encadrer, il faut poser une définition, puisque c'est de la définition que va découler ensuite le régime qui va être applicable. C'est pour ça que dans le projet de loi qui a pour but de réduire l'impact environnemental de la mode, dit projet de loi anti-fast fashion dans les journaux, on va avoir une tentative de définition de ce qu'est la fast fashion. Et on passe par une pratique commerciale qui va être donc réglementée. Et dans la première version du projet de loi, on avait une pratique commerciale qui consistait à renouveler très rapidement les collections. Donc on avait la notion de fast, le fait que c'est très rapide, un grand nombre de vêtements qui sont fabriqués sans prendre le temps de la création et le temps nécessaire. Et puis cette définition, elle posait en fait la problématique de devoir se référer à un décret d'application qui allait fixer le nombre de vêtements au-delà duquel on considérait que c'était trop rapide, le rythme, le nombre de vêtements et justement cette temporalité. Et puis le projet de loi a été remanié après avoir été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 14 mars 2024. Il va être maintenant examiné par le Sénat dans une nouvelle version où la définition, cette fois de la fast fashion, en tant que pratique commerciale, s'est transformée en une définition plus large, la pratique de mode éphémère. Et en fait, elle va recouvrer tout ce qui ne contribue pas à conserver ces vêtements plus longtemps. Et donc dans cette définition, on a le fait de renouveler très souvent des collections et de finalement tenter le consommateur de consommer plus, mais aussi le fait de ne pas l'inciter ou de l'inciter insuffisamment à réparer ses vêtements et à les conserver. Et cette définition plus large, elle va permettre d'inclure tout un tas d'autres pratiques qui aboutissent à la même solution. Maintenant, il faut voir si cette définition sera remaniée au fil des amendements, dans le fil de la discussion sur le projet de loi. Mais en tout cas, c'est le stade auquel nous sommes aujourd'hui pour tenter de définir, d'appréhender cette notion de fast fashion. Et donc justement, cette loi va donner une définition à la fast fashion, mais derrière, il y aura quoi en fait? Les conséquences, si on est une marque de fast fashion ou pas, ça va être quelles seront justement ces conséquences? Alors l'idée du projet de loi, c'était bien sûr de venir derrière encadrer la pratique. On avait 3 mesures principales qui ont été mises en place dans le projet initial. La première, c'était d'interdire la publicité. Donc les entreprises qui pratiquent cette pratique commerciale de renouvellement rapide ou de mode éphémère ne pourraient plus faire de publicité en fait, pour les produits concernés. Cette interdiction, elle a été un petit peu modifiée. Maintenant, ça ne concerne plus que les influenceurs dans la nouvelle version du projet de loi, mais pas les entreprises. En revanche, les entreprises devraient, à chaque fois qu'elles font une publicité, mettre un avertissement visible qui indique l'impact environnemental du fameux produit dont est fait la publicité, un peu comme ce qu'on peut voir pour certains aliments ou pour les boissons alcoolisées. Donc c'est la nouvelle rédaction.
La deuxième mesure, c'était d'instaurer un malus, donc un malus financier sur le prix de ces vêtements. Donc pas directement sur ce que va payer le consommateur, mais plutôt à travers les éco-contributions que toute marque qui vend des produits neufs sur le territoire français doit verser à un éco-organisme qui s'appelle Refashion pour contribuer en fait au traitement des déchets et des vêtements en fin de vie. Cette contribution, elle est de quelques centimes par vêtement mis en marché. Et en fait, l'idée, c'était d'augmenter pour les produits issus d'entreprises qui pratiquent la fast fashion jusqu'à 10 € en 2030 par vêtement. Donc nécessairement, c'est un coût qui va être absorbé par l'entreprise et peut-être répercuté sur le prix des vêtements pour donner moins envie, en tout cas que ce soit moins attractif pour les consommateurs. Mais en tout cas, voilà le système qui était pensé. Et pour calculer en fait ce malus, on avait un lien avec le score environnemental du vêtement. Donc c'était un lien avec l'affichage environnemental, qui est un projet de loi dont on parlera, je pense, un petit peu plus longtemps tout à l'heure. Et finalement, dépendait de ce score la qualification de l'impact environnemental. Et dans le projet, la deuxième version du projet de loi, on a décorrélé ces deux textes pour que finalement on puisse avoir une entrée en vigueur, disons, plus rapide du texte sur la fast fashion, sans attendre que tous les détails de l'affichage environnemental soient mis en place. Voilà, il me semble que c'est ça. Et donc, il y a pas mal de choses, effectivement, on l'entend, au niveau de la réglementation de la publicité, au niveau de ses contributions avec l'organisme Refashion, notamment. Donc là, c'est quoi les prochaines étapes? C'est le Sénat, c'est ça, au printemps? Exactement, le texte est en cours d'examen par une commission au Sénat et il va passer devant l'Assemblée au mois de juin. Il y a des bonnes chances qu'il passe? Alors, c'est comme tout, la période avant que ce texte soit examiné, elle est propice à des amendements qui viennent de part et d'autre. On a certaines voix qui trouvent que le texte a été vidé de sa substance, un petit peu trop édulcoré, notamment parce que l'interdiction de la publicité n'y figure plus. Et on a d'autres personnes qui vont justement se féliciter peut-être d'une définition un petit peu plus précise de la fast fashion ou d'autres mesures. Donc ça va encore être discuté, à mon avis. Nous, en tant que consommateurs et consommatrices, justement, si on veut éviter d'acheter de la fast fashion, on fait comment? Nadège, comment on fait pour identifier la fast fashion et pour ne pas aller là-dedans? Pour rappel, cette fast fashion qui alimente ces industries très nocives en termes environnementaux, en termes de droits humains. Donc comment on fait pour l'éviter? Alors, il y a toute la partie étiquetage, bien sûr, dont Glynis nous parle, la partie réglementation. Mais c'est vrai que la question du choix, c'est quelque chose qu'on nous pose souvent. Les consommateurs, souvent ceux qui arrivent un peu aussi à découvrir la mode responsable, se posent des questions sur qu'est-ce qu'il faut mieux choisir. C'est vrai qu'on se retrouve confronté à maintenant une multitude de possibilités, ce qui est très bien. C'est ce qu'on reprochait à la mode éthique d'il y a quelques années, c'est qu'il n'y avait pas assez de choix. Donc aujourd'hui, non seulement il y a du choix en termes de style, de prix, mais aussi de solutions. Et c'est là que peut-être on se perd un petit peu et qu'on ne sait plus quoi choisir. Et s'il y a des bons amis, des faux amis, je pense par exemple à les synthétiques. Est-ce que du synthétique recyclé fait partie d'un choix éthique? Est-ce qu'un Made in France est mieux qu'un commerce équitable? Est-ce que Vinted est une solution intéressante? Faut-il privilégier la seconde main parce que éviter de produire des fibres neuves, par exemple? Donc c'est beaucoup de dilemmes qu'on a en tant que consommateur. Je pense surtout que la bonne solution, elle est de mixer, en fait, ces différentes possibilités parce qu'on n'a pas les mêmes besoins en fonction du vêtement. Je pense par exemple sous-vêtements et la chaussure, souvent en seconde main c'est plus compliqué. Il y a aussi, on parle quand même de mode, donc la mode c'est désirable, on a envie que ce soit beau et parfois on a envie de se faire plaisir. C'est aussi des belles rencontres, vous devez le vivre ici en rencontrant les marques. Des fois on a envie de aussi soutenir un projet et on a un coup de cœur pour un produit et c'est important de garder cette désirabilité. C'est ce qui fait que la mode éthique et responsable, elle est compétitive avec d'autres types de mode. C'est parce qu'on en a envie. Voilà. Et on a envie peut-être de faire l'effort financier qui fait la différence. Mais après, je vous invite à regarder les étiquettes. Il y a un système de labellisation donc qui reprend tout ce dont on parle là. Donc si c'est une fibre naturelle, si c'est une fibre synthétique issue du recyclage. Surtout, c'est obligatoirement marqué où c'est fabriqué.
Alors il peut y avoir là aussi quelques pièges parce que c'est la dernière étape. Alors tu nous préciseras peut-être quel est le pourcentage, que je ne dis pas de bêtises, qui doit être fabriqué en France pour que ce soit marqué Made in France. Mais parfois, voilà, on a vu passer quelques faux amis sur ce sujet. Et puis après, quand vous avez l'occasion de rencontrer en direct les marques, il n'y a rien de mieux que de leur poser la question, ou aux vendeurs, ou n'importe quel autre point de distribution. Et il y a beaucoup de modes responsables cachés maintenant. Ça s'est tellement finalement démocratisé, c'est plutôt une bonne nouvelle, que vous trouvez dans de la grande distribution aussi des choses vraiment qualitatives en termes de démarche. Donc l'étiquetage aussi va peut-être arriver à faire apparaître un petit peu mieux aussi des grosses distributions qu'on a tendance à rendre un peu tabou, qui finalement, elles aussi, se sont mis, je pense à par exemple des distributeurs comme Monoprix, qui ont une gamme en coton bio, labellisé GOTS, et pour avoir discuté avec beaucoup de petites marques hyper engagées, ils se retrouvent à fabriquer dans les mêmes endroits et à rencontrer les acheteurs. Donc il y a un engagement quand même important de certains acteurs. Alors on ne peut pas généraliser, ni tous les acteurs, ni toutes les collections Monoprix, mais en tout cas, voilà, de se dire que c'est possible aussi, dans des plus grosses échelles, d'avoir des démarches responsables et que ce n'est pas en hyper local, en artisanat, avec des budgets très élevés uniquement, que c'est aussi possible, sur des budgets raisonnables, de faire attention, quoi. Et aussi, peut-être pour en revenir à l'histoire de la fast fashion, comme tu as évoqué le coût, peut-être à l'inverse, on peut se dire que si on a un vêtement qui coûte seulement quelques euros, c'est un gros indice quand même pour se dire qu'il n'a pas été produit dans des conditions correctes. Il n'y a pas eu des bonnes rémunérations aussi pour les personnes qui ont fabriqué le vêtement. Voilà, c'est aussi un... Et pensez la chaîne aussi, parce qu'on pense à la fabrication. Par exemple, tout à l'heure, quand on évoquait Vinted, le problème de Vinted, finalement, c'est surtout le coût environnemental, l'impact environnemental du transport, de ce dernier kilomètre de transport qui est fait en véhicule pour aller dans les points de distribution. Et même en passant par des points relais, ça reste quand même un gros coût environnemental. Et là aussi, le prix est quand même un indicateur. De se dire que derrière le modèle est peut-être pas si vertueux que ça, et de se poser la question de l'emballage, du transport, voilà. Alors malheureusement, Vinted a enlevé depuis longtemps le filtre où on pouvait choisir, localiser et même éviter le coût de transport, mais c'est bien dommage. Et effectivement, c'est bien de rappeler que dans la seconde main, surconsommer de l'occasion, ça reste de la surconsommation, ça reste des activités qui ont des impacts en termes de transport, en termes d'emballage, etc. Donc évitons aussi de tomber dans les pièges en disant ah c'est bon, c'est de la seconde main, donc il n'y a pas d'impact. Ça, on le rappelle aussi pas mal. Et d'ailleurs, je voulais rebondir avec un propos qu'avait tenu Marie-Anne Guyenne, qui était à votre place l'année dernière. C'est la cofondatrice d'une marque qui s'appelle We Dress Fair, enfin une marketplace, pour être plus précise, qui a aussi une boutique dans les pentes de la Croix-Rousse. Et Marie disait en substance que le meilleur vêtement, c'est celui qu'on ne produit pas. Produire un vêtement, quel qu'il soit, ça a toujours un impact. Alors, on peut essayer de le produire de la meilleure façon qu'il soit, avec des tissus issus de stocks dormants, upcyclés, etc. Mais ça reste encore très minoritaire. Mais effectivement, là, on est vraiment dans une surproduction de vêtements. Un petit chiffre au passage, peut-être que vous en avez entendu parler. Chaque année, on produit 100 milliards de vêtements et accessoires. 100 milliards, c'est énorme. Sachant qu'on avait, si vous ramenez par habitant, on n'a pas besoin d'acheter autant, de jeter autant. Et quand on sait aussi qu'il y a moins de 1% des vêtements qui sont recyclés en bout de chaîne dans le monde entier, je ne parle pas de la France, ça fait pas beaucoup et ça fait beaucoup de dégâts. Alors, on va continuer justement, Nadège, tu as évoqué la question des étiquettes, de comment on peut se repérer. Glinis, qu'est-ce qu'on peut trouver sur une étiquette? Quelles sont les mentions qui peuvent être utiles pour nous en tant que consommateurs et consommatrices? Et est-ce qu'il y a des mentions trompeuses, justement? Tu parlais de la mention Made in France, est-ce qu'il faut s'en méfier? Alors aujourd'hui, au niveau européen, on a un règlement qui date de 2011 qui va fixer la manière dont la composition des vêtements doit être indiquée sur les étiquettes. Et aujourd'hui, c'est la seule donnée qui est obligatoire pour tout vêtement, neuf évidemment, pour la seconde main ça ne s'applique pas, c'est d'avoir la composition du vêtement.
Ensuite, avec la loi AGEC, pour les entreprises qui vont avoir depuis 2024 plus de 10 000 références mises en marché chaque année et un chiffre d'affaires qui dépasse 10 millions d'euros, elles vont avoir la nécessité d'indiquer beaucoup plus d'informations, notamment si un produit est composé de plus de 50% de matière synthétique, elles doivent indiquer que ce vêtement rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage. C'est quelque chose qui est sur la fiche produit dématérialisée, donc très visible sur les sites e-commerce, pas nécessairement sur l'étiquette du vêtement en soi, mais en tout cas c'est une info qu'on peut retrouver. On retrouve aussi le pourcentage de matière recyclée. Et au niveau de la traçabilité, on va retrouver la chaîne de valeur de ce produit, donc le pays où il a été assemblé, donc cousu, mais aussi le pays d'où proviennent les matières premières et celui dans lequel elles ont été teintes ou retravaillées. Donc ça vient un petit peu gommer les dérives qu'on avait pu avoir sur le Made in France, où en fait il suffisait que la dernière transformation substantielle intervenue sur le produit ait eu lieu en France pour qu'on puisse mettre l'étiquette Made in France, alors que d'autres étapes de sa fabrication avaient eu lieu avant, et ça pouvait disons induire en erreur ou en tout cas donner un sentiment d'acheter du Made in France, alors que derrière on avait quand même l'implication d'autres pays où on avait beaucoup moins de transparence sur la manière dont ça s'était passé pour produire ce vêtement. Donc, voilà. Et tout à l'heure, Sylvain Gaudino a évoqué la question des PFAS qui sont parfois utilisés dans certains vêtements, des vêtements techniques par exemple, pour le sport, les vêtements déparlants et autres. Et donc on se rend compte maintenant que les produits qu'on achète et les vêtements peuvent être potentiellement toxiques. Peut-être pour nous, mais aussi pour les écosystèmes, quand ils sont produits, quand on les lave. Il y a aussi d'autres choses dans les vêtements, des teintures, les microfibres dont tu parlais. Est-ce qu'il y a des choses qui réglementent justement la composition de nos vêtements en termes de produits toxiques ? Alors également au niveau européen, on a un règlement, donc son acronyme c'est le règlement REACH, qui vient en fait déterminer certaines substances chimiques dangereuses qui sont totalement interdites dans les vêtements, mais d'autres substances qui sont autorisées à une concentration maximale, donc qui ne doit pas être dépassée. Et cette liste de substances, elle est sans cesse revue, enrichie, et donc on y rajoute de nouvelles substances, notamment ces PFAS, qui donc doivent par un texte réglementaire rejoindre la liste des substances interdites ou réglementées. Ok. Et est-ce qu'il y a des labels aussi qui nous permettent de savoir si un vêtement, par exemple, va être exempt de produits toxiques ou pas ? Alors les labels, il faut être très vigilant sur ce que signifie réellement le label, quel est le cahier des charges qui est derrière, parce qu'on va avoir des matières qui sont labellisées, parfois c'est des entreprises qui vont l'être, donc si on suit un label, il faut se renseigner un petit peu sur la page, qu'est-ce qui est certifié réellement. Donc les labels sont très bien, mais voilà, pour les maîtriser, c'est un petit peu complexe. Peut-être pour en citer quelques-uns aussi, tout à l'heure, Nadège, tu as cité le label GOTS, qui est en fait un label qui certifie les textiles biologiques, issus de fibres en culture biologique. Il y a aussi un label qui s'appelle Ecotex, qui lui certifie justement que le textile n'a pas certains produits toxiques, après avoir aussi la fiabilité qu'on peut avoir envers ces labels. Mais bon, on va dire que c'est toujours ça, notamment peut-être pour les textiles, pour les enfants ou autres, ça peut être utile. Oui, tout à fait. Mais par exemple, avec cet exemple, le textile Ecotex va être exempt de ces substances, mais ne va pas nécessairement être biologique. Ça, c'est le label GOTS qui va le prouver. Donc c'est pour ça qu'ils ont chacun leur propriété. Mais effectivement, c'est deux excellents exemples. Il y a d'autres labels aussi qui se sont développés que je trouve intéressants. En tout cas, à mon niveau, vous pourrez compléter. Par exemple, le label GRS qui certifie qu'il y a un certain pourcentage de fibres recyclées qui sont intégrées au produit. Ça, c'est pour des labels avec une dimension un peu écologique. L'Eurofeuille aussi, l'Eurolabel européen, enfin l'écolabel européen plutôt. Et puis, il y a aussi, on a parlé à plusieurs reprises de cette dimension éthique des produits, donc des conditions de travail derrière. Il y a certains labels dont on entend parler, le label Fairwear par exemple, le label Max Havelaar aussi, je crois qu'il est sur des vêtements. Fairtrade. Voilà. Donc, qui peuvent être aussi des indications de différentes démarches. Ça vous paraît complet ? Ouais. Parmi les nouvelles fibres aussi, on voit beaucoup les fibres de bambou, de cellulose. Et là, parfois, c'est pas un label, mais c'est une marque en fait. Je pense au Lyocell par exemple, et Tencel, qui sont les fibres de bois, en fait, les celluloses de bois. Attention, c'est pas la fibre, c'est la cellulose extraite
qui sert à faire un nouveau fil, donc qui est lui pas du tout la fibre comme on le voit dans le coton ou autre. Hein. Donc il y a un processus chimique pour ça qui peut être extrêmement nocif. Donc quand on voit bambou par exemple, attention, ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle. Par contre, s'il y a la certification Tencel Lyocell, c'est une marque, c'est un processus qui a été développé, qui est écologique. Et là, on peut se fier à ce processus. C'est des bains fermés qui sont faits de façon avec une action mécanique, un filtrage très strict de l'eau. Voilà. Et c'est souvent des chutes de scierie qui sont utilisées pour faire cette fibre, et c'est pas des forêts qui vont être détruites pour voilà. Donc il y a un cercle vertueux, voilà. Et en plus il y a beaucoup de production en Allemagne par exemple, donc on reste sur des territoires qui sont proches aussi, contrairement à beaucoup de fibres qui viennent de loin. Ouais. Et il y a quelques faux amis, par exemple, il y a quelques années on a vu arriver un label, enfin un label finalement comme tu disais. C'est que de la communication, hein, donc, et d'ailleurs les marques payent le label et pour le faire connaître, parce que si le label n'est pas connu, il n'a aucune valeur finalement. Donc ce n'est que du marketing au final, mais marketing utile. Et du coup, ce label-là, c'était Organic Cotton, ce qui veut juste dire coton bio en fait. Personne n'avait jamais vu passer, et on s'est fait inonder même dans les points de distribution de mode éthique de cette nouvelle matière, made in China, aucune information. Mais il y avait un joli petite étiquette, c'était mignon, c'était marqué que c'était organique et tout le monde s'y faisait prendre, y compris les propres distributeurs. Donc il faut être vraiment attentif. Il y a des milliards d'informations. Tu parlais de Marc Slavelar, ils ont un très bon guide par exemple. Voilà, ne serait-ce qu'en tapant sur Internet, vous pouvez vérifier ça facilement, quoi. Et GOTS labellise à la fois la fibre et les ressources humaines, quoi, le travail. Donc c'est un des rares qui fait les deux et c'est intéressant. En termes d'étiquetage, Glynis, tu as commencé à parler justement de ces fiches produits qu'on peut retrouver en ligne. Je sais que depuis plusieurs années, on entend parler d'affichage environnemental, alors au niveau français, au niveau européen. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments pour mieux comprendre ce qu'il en est aujourd'hui ? Oui, donc on a deux systèmes qui sont complémentaires. En fait, on va avoir d'une part l'affichage environnemental qui est donc français. L'objectif de ce texte, ça va être de calculer un score environnemental qui va représenter l'impact environnemental du vêtement. Et il est censé être affiché au moment de l'achat, à côté du prix, de la même taille idéalement, pour qu'on puisse comparer un petit peu le rapport prix bas et impact haut, c'est un peu l'idée, et comparer aussi les produits entre eux sur la base de ce score. Donc l'état actuel des choses sur ce projet, c'est qu'il a fallu discuter pendant assez longtemps des critères pour pouvoir, et de la méthode de calcul pour pouvoir avoir ce score et que ça ne vienne pas désavantager certains produits qui ne le méritent pas et qu'on arrive bien à avoir les bons scores sur les bons produits. Donc c'est encore en cours, mais sur le point d'aboutir quand même, puisqu'on a deux décrets qui sont parus, donc un sur la méthode de calcul et l'autre sur les modalités d'affichage. Et ces deux textes ont été notifiés à la Commission européenne pour s'assurer qu'en fait, il ne crée pas de barrières qui seraient contraires aux droits de l'Union. Et une fois que ces textes seront validés, le système va rentrer de manière volontaire, sera appliqué de manière volontaire dans un premier temps, mais a vocation à devenir obligatoire par la suite. Donc ce sera un indice et une information qui est donnée au consommateur au moment d'acheter. En face de ça, nous avons aussi le passeport produit digital au niveau européen, qui est quelque part complémentaire. On est sur une autre démarche. L'idée de ce passeport, c'est d'assurer la traçabilité du produit pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc en fait, ce sera un QR code et qui sera disponible sur l'étiquette du produit et qui pourra donner accès à des informations destinées aux consommateurs d'une part, très détaillées sur la provenance du produit et ses propriétés, et surtout sa circularité. Est-ce qu'il peut être réparé? Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il est circulaire d'une manière ou d'une autre? Et il y aura aussi dedans des infos qui sont destinées plutôt aux professionnels et qui donc ne seront pas accessibles aux consommateurs, mais qui permettront, par exemple, pour les entreprises qui sont soumises à un reporting de durabilité, donc qui doivent tous les ans expliquer les mesures qu'elles mettent en place pour respecter l'environnement, diminuer leur impact, elles trouveront les informations dont elles ont besoin dans ce QR code. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus large en fait pour toute l'industrie de la mode, et les deux systèmes sont au final complémentaires. Même si du point de vue des entreprises, tout l'enjeu est qu'on ne demande pas des choses contradictoires ou alors des infos pour l'affichage environnemental et d'autres pour le digital, pour le passeport produit digital, qui imposent aux entreprises finalement de passer beaucoup de ressources dans le reporting, ressources qu'elles n'investissent plus du coup dans la création, dans d'autres choses qui vont compliquer leur quotidien administratif et finalement impacter d'une manière ou d'une autre soit la création, soit le prix des produits au final.
Merci pour cet apport, justement. C'est intéressant aussi de découvrir un peu l'envers du décor en termes de réglementation. C'est des sujets qu'on n'aborde pas beaucoup, finalement. Alors, il nous reste quelques minutes avant le défilé et j'aimerais qu'on arrive aussi sur du pratico-pratique. On a beaucoup d'initiatives qui sont présentes ce soir. Vous allez en voir la démonstration dans très peu de temps avec le défilé. Aujourd'hui, à Lyon, si on veut s'habiller de manière plus responsable, plus éthique, plus respectueuse. Est-ce que tu aurais quelques conseils très pratiques, Nadège, à partager au public aujourd'hui ? Sans faire de pub, du coup déjà il y a un super guide là, qui est plein de bonnes adresses et de bons plans, donc que vous trouvez là ce soir, qui est toujours une belle ressource. Vous avez aussi à Lyon deux labels, le label de la ville de Lyon, Lyon Engagé. Et l'autre qui est Lyon Fabriqué à Lyon. Pardon, ils ont changé de nom il n'y a pas très longtemps, j'étais plus. Donc ces deux-là permettent aussi d'avoir accès à des réseaux de personnes qui ont été labellisées. Donc vous trouvez en ligne ou sur des guides papier. Je ne sais pas s'ils distribuent encore un guide papier, mais en tout cas il y a un site. Donc ça vous fait déjà des annuaires. Je cite aussi des fois la Gonette, qui est la monnaie locale. Donc il y a de nombreuses entreprises aussi qui sont adhérentes. Vous trouvez aussi plein de corps de métier un petit peu en périphérie, pas que de la mode. Ça va jusqu'à la comptabilité, des choses qu'on a besoin des fois au quotidien. Donc c'est aussi des bonnes ressources. Et puis après, faut être curieux, je pense, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a des solutions partout autour de nous. Et finalement, en s'intéressant à l'étiquetage, en posant des questions et en parlant autour de nous, on s'aperçoit qu'il y a un choix quand même assez conséquent, y compris dans des lieux un peu qui peuvent paraître... on parlait tout à l'heure de la grande distribution, mais par exemple, il y a une boutique qui s'est installée à la Pardieu, la boutique Sans Façon, qu'on avait montée avec le collectif Sans Façon, avec des acteurs de la mode responsable, qui a très bien fonctionné dans un lieu qui paraissait pourtant atypique pour ça. Et on a passé le relais à Reloved, qui est un regroupement d'acteurs de l'insertion et du réemploi. Donc aujourd'hui, c'est une boutique qui est dédiée à des solutions de réemploi. Il y a toujours une mixité avec des créateurs qui font de l'upcycling et vous trouvez plein de projets, du jouet, du vêtement, de l'accessoire qui sont issus de filières de l'économie circulaire locale. Donc voilà, même dans des centres commerciaux, on peut trouver des belles solutions et tous les publics, même des gens très éloignés de ce genre d'offres qu'on n'a jamais entendu parler, finalement arrivent à avoir accès et à s'intéresser en passant par différents biais. Ça peut être le fait que ce soit accessible financièrement, la seconde main, là c'est le cas pour Reloved par exemple, c'est une première approche, mais aussi ils sont souvent très intéressés de rencontrer les créateurs qui ont fabriqué, et du coup je trouve que c'est souvent l'histoire des marques qui fait qu'on va adhérer à des projets, qu'on va mieux comprendre comment ça fonctionne et se former soi-même en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à discuter avec les porteurs de projets, c'est la meilleure source d'information. Clairement. Et pour compléter tes propos aussi, on peut se dire que on est dans une société de surconsommation, d'hyperconsommation. Donc déjà, posons-nous des questions avant d'acheter. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on n'a pas déjà quelque chose de semblable? Bon, je ne vais pas refaire la méthode bisou pour celles et ceux qui connaissent. Donc consommer moins, consommer d'occasion, il y a plein de manières. Il n'y a pas que des plateformes comme Vinted, mais il y a aussi des vide dressing, des événements qui sont dédiés à ce sujet. Il y a les marketing, il y a vraiment plein de manières de faire, et puis aussi faire réparer, mine de rien. Il y a le bonus réparation aussi qui a été mis en place il y a quelques temps par le gouvernement, qui permet d'avoir des petites aides financières pour faire réparer des vêtements, des chaussures ou autres. Donc faisons aussi avec ce qu'on a déjà, et voilà, donc il y a plein de démarches en ce sens qui existent. Alors, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ? On va conclure donc cette courte table ronde avec un dernier mot que vous aimeriez partager à celles et ceux qui nous écoutent, justement pour passer à l'action et pour continuer à développer la mode éthique qui en a bien besoin. Je le rappelle, les structures qui se lancent ont des modèles économiques qui ne sont pas évidents. Il y a beaucoup de structures qui galèrent, donc il faut aussi que nous, on prenne
notre part de responsabilité, j'allais dire, qu'on aille les soutenir, parce que soutenir Shein et Temu ou autres, ils n'ont pas besoin de notre soutien. Par contre, on a des structures locales qui ont bien besoin qu'on soit là, donc allons-y. Voilà, ça c'était mon mot, mais Glynis peut-être. Dans les réglementations dont j'ai parlé, on parlait beaucoup de l'environnement, l'impact environnemental, etc. Et finalement, on n'a pas tant parlé que ça de l'impact social, alors que c'est tout l'objet de la Fashion Revolution Week et ce pourquoi cette semaine existe. Et finalement, on a aussi des règles qui arrivent, notamment pour pour empêcher les marques de vendre des produits issus du travail forcé ou ce genre de choses. Donc, ça va arriver au cours des prochaines années, mais ce qu'on peut déjà faire aujourd'hui, finalement, c'est faire les choses progressivement, mais si on doit s'acheter un vêtement qui est peut-être un basique, quelque chose dont on a besoin souvent et qu'on va réutiliser, pour lequel on est prêt à mettre un certain budget, effectivement, prendre un peu le temps de se renseigner sur toutes les alternatives qui existent, rencontrer des créateurs qui peut-être le proposent de manière locale à Lyon, et en fait acheter de manière plus lente pour prendre en compte un petit peu tout ce qu'il y a et se dire qu'au moins si le produit a été fabriqué localement, on passe à côté du risque que ça a été fabriqué dans des conditions qui soient vraiment délétères pour les personnes qui l'ont fait. Et on serait dans l'objectif de cette semaine, en tout cas. Ça serait une bonne nouvelle. Moi, ça serait durabilité, mon mot de la fin, parce que, comme tu l'as dit, finalement, la fin de vie, vraiment la dernière étape, c'est nous, en tant que consommateurs, qui en sommes responsables. Et c'est une part qui est plus importante que ce qu'on veut bien nous laisser entendre. Il n'est pas juste dans la production, il n'est pas dans le choix de l'achat, il est aussi dans le fait de faire durer ces vêtements. Donc peut-être d'en choisir certains qui durent plus, bien sûr, mais aussi comment on les entretient. Il y a toute la partie lessive aussi, qu'on n'a pas abordée, mais qui est importante aussi. Il y a la partie réparation, on peut apprendre à faire soi-même, ou on peut utiliser les bonus réparation. Il y a encore énormément de points retouches et de petites structures qui proposent ces services-là, et qui sont d'ailleurs dans une grande précarité la plupart du temps, donc c'est aussi des acteurs à soutenir. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on fait de ce vêtement une fois que vraiment il n'est plus portable? Et ça aussi, c'est encore un geste qu'on n'a pas l'habitude de prendre, c'est-à-dire qu'on jette encore beaucoup trop dans les poubelles de déchets communs, alors qu'il y a des bennes qui existent et ça se développe de plus en plus. Vous pouvez aussi donner à des associations caritatives, vous pouvez aussi les transformer vous-même, si vous faites un peu de couture ou d'upcycling, ou les donner à des marques ou des créateurs qui travaillent sur ces sujets. Donc il y a plein de solutions possibles. La plus simple, c'est bien sûr la benne textile. Alors là aussi, c'est un peu remis en question, mais je sais que la métropole travaille fort à ce que ça parte plus à l'étranger avec plus du tout de traçabilité. Il y a des projets qui sont en train de se mettre en place sur le territoire pour déchiqueter aussi, pour refaire des fibres. Il y a beaucoup de nouvelles solutions, donc pensons à bien recycler nos vêtements pour favoriser cette nouvelle source de matière aussi locale. Merci beaucoup. Est-ce que on peut vous retrouver peut-être sur Internet, sur les réseaux? Est-ce que vous voulez partager une actu ou un lien pour vous retrouver? Oui, alors sur les réseaux sociaux, sur Instagram, le cabinet a un compte qui s'appelle Le Droit à la Mode, sur lequel vous retrouvez des petites actus juridiques, donc sur la réglementation, mais aussi en propriété intellectuelle, des sujets plus larges. Et si c'est vraiment la réglementation qui vous intéresse, surtout pour les marques, c'est la newsletter LinkedIn du cabinet qu'il faut suivre, qui porte le même nom, Le Droit à la Mode. Et puis peut-être, moi, c'est sur la boutique dont je vous parlais tout à l'heure, Reloved, que je trouve une action qui est très intéressante et qui regroupe plein d'acteurs différents. Il y a un compte Instagram, reloved.fr. Voilà. Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup toutes les deux d'avoir pris ce temps d'échange. Donc Nadège Rambaud, Glynis Makoundou, vous restez avec nous pour le défilé. Malheureusement, on n'a pas le temps de prendre des questions. Donc si vous avez envie d'échanger, vous pourrez le faire ensuite dans l'espace qui sera derrière. Vous resterez encore un petit peu avec nous. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Ne bougez pas.